Bonjour, Martin Blachier, je suis avec vous aujourd'hui pour le 3e numéro de Je veux savoir et je reçois aujourd'hui une consoeur médecin de santé publique, Alice Desbioles, qui a écrit un livre qui s'appelle L'éco-anxiété. Elle va nous en parler tout de suite. Bonjour Alice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'éco-anxiété, pour lequel tu as écrit un livre que j'ai lu intégralement. J'ai même lu d'autres choses. C'est un thème qui m'a énormément intéressé. Il y a plein de choses. Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement, ton âge, ce que tu fais, ton parcours, pourquoi tu as écrit ce livre? Et puis après, on reviendra sur les différents messages qu'il y a dans ton livre et les points où je suis plutôt d'accord et les points où j'ai des questions et les points où je suis moins d'accord. Super. Donc, je m'appelle Alice Desbioles, j'ai 32 ans. Je suis médecin de santé publique et épidémiologiste. Je me suis spécialisée en santé environnementale. J'ai un parcours assez varié. C'est quoi la santé environnementale? Alors, la santé environnementale, c'est le fait de s'intéresser à toutes les expositions environnementales auxquelles nous, on va être exposés en tant qu'être humain tout au long de notre vie, voire même avant la naissance. Ça, c'est ce qu'on appelle la période des 1000 jours, qui commence au début de la grossesse de la maman jusqu'aux 2 ans dans l'individu. C'est une période de grande vulnérabilité donc, qui s'appelle la période des 1000 jours. Et donc, on s'intéresse à l'impact de l'environnement au sens large sur la santé. Et par environnement, ça peut très bien être les ultraviolets, les pesticides, les ondes, les perturbateurs endocriniens, le réchauffement climatique aussi, donc ça peut être vraiment une approche très large. Et donc en tant que médecin de santé publique spécialisé en santé environnementale, je m'intéresse à l'effet de l'environnement sur la santé. Et l'alimentation, par exemple, ça fait partie de l'environnement? L'alimentation, bien sûr. En santé environnementale, on va peut-être plus s'intéresser au volet contaminant. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour faire très schématique, alimentation bio versus non bio, l'impact des contaminants, que ce soit les résidus de pesticides, les résidus de métaux lourds, les additifs, est-ce que ça a un effet sur la santé? Donc, on s'intéresse aux facteurs environnementaux, donc anthropiques, notamment les pollutions, les contaminants, et naturels comme le réchauffement climatique, ou les catastrophes naturelles comme une canicule sur la santé. Là, actuellement, je travaille dans une agence de santé publique où je suis la référente médicale sur tous les sujets environnementaux et professionnels. Les expositions professionnelles aussi, c'est important. D'accord. Et ton livre n'est pas exactement sur cet angle-là. C'est pas vraiment de la santé environnementale. C'est un livre qui est beaucoup plus personnel, où tu traites d'un sujet qui est particulier d'ailleurs, qui est l'éco-anxiété. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Et dans ce livre, à la fois tu discutes ce que c'est que l'éco-anxiété, et tu le légitimes d'ailleurs, beaucoup, et en même temps, tu prends un angle qui est pour lutter contre le réchauffement climatique, qui est la cause de cette éco-anxiété, essentiellement le réchauffement climatique, et tu as une approche qui est une approche très décroissante, j'ai envie de dire, peut-être que je schématise, mais c'est quand même globalement ce que j'ai compris, où tu penses que c'est la responsabilisation de chaque individu, la prise de conscience finalement, qui permettra de faire changer les choses globalement. Mais avant ça, est-ce que tu peux revenir sur le concept d'éco-anxiété que tu as développé dans ton livre? Bien sûr, donc l'éco-anxiété, on parle aussi de solastalgie. Donc l'éco-anxiété, ça fait vraiment référence à on va dire tous les impacts émotionnels, tous les questionnements que l'on peut avoir face au désordre du monde. Donc quand je parle de désordre du monde, c'est quelque chose de très large. Ce sont effectivement les désordres environnementaux. Tu parles du réchauffement climatique comme facteur déclenchant de cette éco-anxiété. C'est un petit peu plus large aussi. C'est aussi par exemple l'effondrement de la biodiversité, la déforestation, les conséquences humaines de toutes ces catastrophes naturelles aussi. Donc c'est vraiment une forme de sensibilité face au désordre du monde qui va entraîner certains questionnements sur que faire de sa vie, où habiter, comment s'alimenter, faut-il avoir des enfants Alors, moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est en quoi l'éco-anxiété va se différencier des autres anxiétés. En quoi l'anxiété qui est liée au réchauffement climatique est différente d'une anxiété qui serait liée à un autre phénomène. Et l'autre question corollaire, c'est de dire, est-ce que finalement, il n'y a pas un terrain anxieux qui fait qu'on va fixer son anxiété sur un fait qui est le réchauffement climatique et qu'on aurait pu être anxieux pour autre chose à un autre moment. Donc, c'était ma première interrogation là-dessus. C'est une question qui est complètement légitime. Là où finalement on a quand même tendance à se dire que c'est
que c'est vraiment un impact en fait, de l'environnement sur le bien-être, c'est que finalement les personnes éco-anxieuses sont souvent des personnes qui sont très documentées vis-à-vis d'une certaine forme de réalité, puisque je parlais tout à l'heure du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité comme cause ou comme facteur déclenchant de l'éco-anxiété. On peut aussi parler notamment des rapports scientifiques comme ceux du GIEC qui nous alertent en fait. Donc il y a quand même un consensus international de beaucoup d'experts du climat, d'écologues sur les questions de conséquences du réchauffement climatique et de tous les désordres environnementaux sur l'avenir de l'humanité, sur le bien-être de l'humanité, qui font qu'il y a quelque chose de très rationnel à cette éco-anxiété, qui a tendance à me faire dire que finalement cette rationalité des personnes éco-anxieuses explique quelque part l'éco-anxiété plus qu'un terrain fragile. Il faut aussi finalement une certaine forme de courage, donc aussi de solidité psychique pour faire face à toutes ces informations, à toutes ces virtualités angoissantes. De ne pas être dans le déni, c'est ce que tu dis dans ton livre. En fait, il faut être courageux pour ne pas être dans le déni. Tu dis que la plupart des gens en fait sont dans un espèce de déni, ne veulent pas le voir, c'est pour ça qu'ils ne sont pas anxieux, et que si on sort de ce déni, naturellement, c'est ce que tu développes dans ton livre, on va rentrer dans l'éco-anxiété. Et moi, la question que j'avais sur l'éco-anxiété, c'est en fait, c'est quelle anxiété? C'est l'anxiété de perdre une nature qu'on aime, c'est l'anxiété de la fin de l'espèce humaine, ou c'est l'anxiété de la perte du beau, par exemple. Mais c'est quoi la nature? Parce qu'il y avait quelque chose de bizarre dans ton livre, je trouvais, qui est magnifiquement écrit, hein, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. On a l'impression qu'en fait, cette anxiété, c'est presque une nostalgie d'une nature qu'on a déjà perdue. Et en fait, on a l'impression que c'est presque un chagrin d'amour pour la nature, plutôt qu'une anxiété qui serait légitime de dire, par exemple, ce que tu développes très bien, j'ai des enfants, ils n'auront pas d'eau dans le futur. Mais c'est pas clair dans ton livre, finalement, qu'est-ce que c'est exactement que cette anxiété pour toi, en tout cas? Alors en fait, c'est parce que c'est quelque chose de complexe, d'hybride et à la fois multifactoriel et qui s'exprime de manière très différente. Et c'est pour ça que j'ai essayé de différencier l'éco-anxiété de la solastalgie. La solastalgie, c'est vraiment ce que tu décris, cette espèce de nostalgie d'une nature évanescente qu'on est en train de perdre, versus l'éco-anxiété qui, elle, constitue plus une anxiété anticipatoire face notamment aux différents scénarios du GIEC ou de toutes ces instances internationales qui nous alertent sur voilà, des virtualités vis-à-vis de l'avenir si jamais effectivement il n'y a pas une espèce de sursaut collectif pour essayer de limiter notre empreinte carbone ou la manière dont on a d'habiter le monde aussi. Donc c'est finalement... Tout ce que tu as décrit, pour moi, c'est l'éco-anxiété, la solastalgie, c'est voilà, cette sensibilité, cette rationalité vis-à-vis d'une certaine manière que nous avons, nous, en tout cas dans les sociétés occidentales, d'habiter le monde et de considérer aussi la nature et ses habitants. Alors, quand tu es éco-anxieuse, c'est quoi la projection que tu fais? Parce que tu dis souvent, mon fils, que tu as un fils, en 2050, il aura tel âge. Quelle est la projection que tu fais, par exemple, pour quand ton fils aura 40, 50 ans? Comment tu vois le monde? Parce qu'il y a des scénarios du GIEC, tu nous parles d'augmentation de la température, mais c'est très difficile de savoir ce que ce sera. Il y a un moment dans ton livre où tu dis ce sera des fenêtres fermées parce que l'air sera irrespirable, avec de la climatisation permanente. Tu fais une projection comme ça. Quelle projection tu fais qui te rend anxieuse? Alors moi, personnellement, je ne fais pas de projection. Je me contente de lire celles que font les experts, notamment du GIEC, qui nous disent qu'actuellement, parmi tous les scénarios qu'ils ont modélisés, on suit en termes d'émissions de gaz à effet de serre le pire scénario qui est le RCP 8.5, qui modélise une augmentation des températures. Mais ça, c'est pas une image. C'est-à-dire, quelle image tu associes à ça? Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me contente d'appréhender ces rapports-là et de conclure que finalement, ce que disent les scientifiques, c'est qu'un monde à plus de 5 degrés, c'est un monde qui n'est pas forcément habitable pour l'espèce humaine. Donc moi, je m'applique, pour tout te dire, les conseils que je développe dans le dernier chapitre, qui sont de ne pas trop futuriser nos existences, parce que sinon, c'est vrai que c'est quand même assez anxiogène. Donc je me contente pour justement... Tu es déjà dans une forme de déni, alors? Je ne suis pas du tout dans une forme de déni. Et d'ailleurs, quand tu parlais du déni tout à l'heure, il n'y a pas que le déni face à tous ces enjeux globaux qui sont quand même complexes, difficiles à appréhender, abstraits, lointains. Il y a aussi, je pense, quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, c'est la compréhension qu'on peut avoir de tous ces phénomènes et de leurs conséquences pour nous, en tant qu'être humain et en tant qu'humanité. Et je pense que d'où l'importance aussi de faire de la pédagogie pour
expliquer aux gens, aux enfants, de quoi on parle quand on parle de réchauffement climatique, ce qui ne veut pas dire grand-chose comme ça, de quoi on parle, pourquoi est-ce que la biodiversité est importante pour l'espèce humaine, pourquoi est-ce que les forêts sont importantes non mais pourquoi, pour l'espèce tu vois, ça humaine. c'est typiquement une question, pourquoi la biodiversité? Parce que j'en ai discuté autour de moi avec des gens qui connaissent bien le sujet, et par exemple cette biodiversité, tu dis le monde est extrêmement divers, mais moi je le vois pas, tu vois, je veux dire la plupart des gens, tu ne l'aperçois pas cette biodiversité. Donc finalement, pourquoi ça te dérange qu'il n'y ait plus de biodiversité? Parce que qu'il y ait que 100 espèces de papillons au lieu de 10 000, so what? Tu vois, et c'est ça que j'arrive pas à percevoir, c'est l'anxiété de quelque chose que tu ne perçois pas même aujourd'hui. Alors là, c'est pas tant de l'anxiété qu'une certaine forme de tristesse et de nostalgie de se dire que perdre toute cette nature foisonnante, multiple et splendide, c'est quelque part perdre le beau, et se priver de la beauté du monde, c'est quelque part se priver du bonheur. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup les bienfaits de la nature sur notre santé et la bienfait voilà, d'un monde vivant. Parce que... Mais ça, il y a des preuves, parce que je comprends le côté un petit peu littéraire de ces images. Beaucoup d'entre nous vivent dans des villes. Ça nous parle assez peu. Je ne sais pas si on sera capable de mobiliser les gens sur la perte d'un beau naturel qu'ils ne voient pas de toute façon, puisqu'ils sont pas, tu vois, je vois pas comment on peut mobiliser des gens sur cet axe-là. Ouais, j'entends bien. Alors il faut voir que finalement, en termes de qualité de vie très urbaine, on perd aussi justement en qualité de vie, puisque je pense que pour mobiliser les gens, comme tu dis, sur ces enjeux-là, je pense que c'est rappeler les bienfaits de la nature sur la santé mentale, parce qu'il y a quand même des études qui nous montrent que le fait de vivre en ville, ça peut aussi augmenter le risque de dépression ou le risque de certaines pathologies mentales, parce que c'est un événement, voilà, c'est un environnement qui est très bruyant, qui est très minéral, qui peut être très anxiogène et qui n'est pas si propice que ça à la santé mentale. Donc on a aussi oui, mais besoin... on pourra avoir un environnement moins bruyant qui ne soit pas naturel, c'est pas lié au... La nature aussi, ça permet, on parle beaucoup de réchauffement climatique, de canicule, d'îlots de chaleur urbains. Le fait de végétaliser les villes, ça permet de rafraîchir l'air, ça permet d'offrir de l'ombre, ça permet de dépolluer l'air. Donc en fait, je pense qu'on a trop pensé, il y a une forme d'antagonisme entre l'homme et la nature, comme si on se coupait de ces écosystèmes, alors qu'en fait on fait profondément partie de la nature. Et là on le voit aussi, c'est intéressant avec le coronavirus, où on voit que le fait de tout le temps... se comporter en prédateur vis-à-vis du monde sauvage, ça se répercute aussi sur nous, puisque finalement l'émergence du coronavirus, comme d'ailleurs la plupart des zoonoses et des pathologies émergentes, c'est lorsque l'homme va trop loin dans la prédation des espèces sauvages et que finalement, avec des ruptures de barrières d'espèces, on se retrouve avec des pathologies émergentes parce qu'on ne respecte pas aussi ce monde sauvage. Donc quelque part, on a tout intérêt, nous aussi, à essayer peut-être de canaliser comme ça nos pulsions destructrices ou arrêter de considérer la nature comme juste des ressources qui sont destinées à nous servir pour retrouver un petit peu d'apaisement, changer notre relation au monde naturel pour aussi en tirer des bienfaits. Parce qu'on a tout intérêt, je rappelle quand même que les forêts, les océans, ça absorbe aussi le CO2 et qu'une planète à plus 5 degrés, c'est des sécheresses à répétition, c'est même potentiellement pluviable. Donc tout simplement, ne serait-ce que parce qu'on a envie de survivre, on a tout intérêt à préserver le monde vivant. Oui, mais c'est un petit peu différent, si je me permets. C'est-à-dire que c'est un petit peu différent d'avoir peur d'un scénario catastrophe simplement, et dans ce cas-là, si tu parles beaucoup des gens qui sont des fans de la technique, je ne sais plus comment tu les appelles, les techniphiles ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, ça doit être quelque chose comme ça, tu parles des jeunes de la Silicon Valley qui pensent qu'en quelques clics, ils vont réussir à complètement... Mais dans ce cas-là, si c'est juste la peur d'un scénario catastrophe, c'est complètement différent qu'un rapport à la nature qui est un peu... qui dit la nature nous est essentielle. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je théorise, hein, mais un avenir sans nature, mais qui soit vivable. C'est-à-dire que s'il y a 3 fois moins de forêts, mais que d'un autre côté, on trouve une technique pour qu'il y ait moins de CO2 dans l'atmosphère, par exemple, bah finalement, est-ce que ça te va comme scénario? Ou est-ce que toi, tu considères que non, ce qui compte, ce n'est pas le résultat sur l'homme, ce qui compte, c'est de préserver la nature comme, finalement, presque comme une entité qu'il faut respecter en tant que telle?
Alors déjà, moi je considère qu'il n'y a pas la nature d'un côté et l'homme de l'autre. On fait partie de la nature et la nature fait partie de nous. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. Et ensuite, cette approche voilà, très technophile de on va être sauvé par le progrès, je pense qu'il faut faire très attention parce que c'est beaucoup de belles promesses, mais en attendant, on ne voit pas grand-chose venir. Et c'est quand même... le système Terre, c'est quand même quelque chose de très complexe et on ne pourra pas... Enfin, je pense qu'il y a une forme d'hubris là, de l'homme de penser qu'on va pouvoir se substituer à des systèmes naturels assez uniques et complexes de par notre intelligence et notre savoir-faire. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de belles promesses qui ont été faites qui nous font perdre du temps malheureusement parce que Alors ça, c'est intéressant. C'est un conte, là, c'est une narration qu'on se raconte voilà, pour se rassurer, qu'on met un petit peu aussi dans la tête des gens, mais en attendant, on n'a rien trouvé vraiment qui marche. Et par contre, si, on a trouvé des choses qui marchent, les forêts, les océans, la couche d'ozone, ça, c'est des choses qui marchent, qui sont complexes. On a quand même l'impression qu'il y a deux voies, si je me permets. Il y a quand même quelque chose qui a l'air à peu près inéluctable, c'est le fait qu'on est très nombreux, qu'on veut consommer des ressources, et encore, il y en a un certain nombre qui consomment des ressources, mais il y a des marchés émergents qui arrivent et qui veulent consommer, comme l'Afrique par exemple, encore une grande partie de l'Asie. Je rappelle qu'il y a une grande partie des Chinois qui vivent avec 2 $ par jour, donc ça va encore beaucoup monter. Et donc, soit on pense qu'on va réussir à développer des techniques qui vont nous permettre de tous vivre sur la Terre, soit dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on limite le nombre d'humains, ou alors chaque humain va consommer beaucoup moins. Mais je ne vois pas comment tu peux avoir de scénario alternatif. C'est-à-dire que soit on se contrôle nous tous, mais ça veut dire une vie qui est moins excitante. Alors après, tu développes ça beaucoup, comment la vie moins excitante peut être acceptable. Mais ça reste une vie où on fera moins de choses, on consommera moins d'énergie, donc ça va être une espèce de régression. J'ai du mal à accepter l'argument de dire que la décroissance, ce n'est pas une régression. Ou alors, c'est la technique qui dépasse et qui nous permet d'aller dans une nouvelle ère totalement optimisée, où finalement, on fera autant de choses, mais on limitera énormément le gâchis finalement qu'on fait d'énergie, de matière transformée, ce genre de choses. Moi là, quand tu parles de scénario alternatif, j'ai envie de te dire, il y a peut-être un scénario alternatif qui est de combiner ces 3 propositions que tu viens d'avoir. Je précise que dans mon livre, je n'ai jamais employé le mot décroissance, parce que pour moi, ça veut pas dire grand-chose et c'est vraiment pas du tout ma manière de voir les choses. Non, mais quand tu dis par exemple qu'on se déplacera plus en avion, qu'on restera en France pour partir en vacances, qu'on mangera beaucoup moins de viande. Je suis d'accord qu'on peut l'accepter. Certains peuvent l'accepter et même se dépasser et oublier le fait qu'ils ne font plus ça, puisque c'est assez relatif. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce sera quand même une perte. Un sacrifice. Alors déjà, je ne dis pas ça, encore une fois, qu'il ne faut plus prendre l'avion, qu'il ne faut plus manger de viande. Je ne suis pas du tout dans la prescription. Chacun fait comme il l'entend. Mais je pense que c'est des recettes que tu t'appliques à toi-même. C'est des recettes que je m'applique à moi-même. Si, pour une raison ou pour une autre, je dis ça, j'ai de la famille au Canada, j'ai ma cousine qui se marie à Toronto, j'irai à Toronto la voir et je prendrai l'avion. Parce que la question, ce n'est pas de s'arrêter de vivre. Je ne voudrais pas qu'on pense que parce qu'on est éco-anxieux, c'est quelque chose de très noir et qu'on est pour une forme de décroissance. Enfin, pour moi, ce n'est pas ça du tout, c'est juste une manière différente de voir les choses, et c'est se dire que finalement des rapports scientifiques, un certain rapport à la nature, à l'avenir et au temps, ça va forger une nouvelle philosophie de vie qu'on va essayer de s'appliquer, qui ne rend pas du tout plus malheureux, voire même au contraire, se détacher finalement d'une certaine forme de pression qu'on peut avoir de se réaliser soi-même via l'accumulation de biens. C'est une narration, voilà, il y en a d'autres qui sont possibles, qui sont peut-être tout aussi légitimes et qui sont aussi peut-être beaucoup plus qui ont déjà existé dans l'histoire du monde. Et la question, c'est pas du tout de renoncer à une forme de confort ou quoi, mais c'est peut-être déjà de mieux répartir sur l'ensemble du globe un certain niveau de vie, en revoyant peut-être certains extrêmes qui ne sont pas forcément légitimes, où il y a aussi beaucoup de gaspillage, que ce soit du gaspillage d'énergie, du gaspillage voilà, de produits à usage unique, pour quelque chose de plus respectueux de soi-même et de l'environnement, pour permettre voilà, à des populations comme l'Afrique, qui visiblement, d'ici la fin du siècle, va compter 3 milliards de personnes. On sait que ce n'est pas soutenable si on a l'ensemble du globe qui veut vivre comme, je caricature, mais comme un Américain. Donc, il va falloir trouver un scénario alternatif. Parce que même les Américains, finalement, quand on voit leurs indicateurs de santé, en termes d'obésité, en termes de maladies cardiovasculaires, en termes de diabète, on voit que même ces maladies de sédentarité, que toutes ces pathologies du mode de vie ne sont finalement pas si propices que ça. Oui, mais si les Américains mangent moins de burgers, boivent moins de coca et courent sur un vélo électrique, ça ne va pas limiter leur consommation de ressources.
Alors il y a quand même beaucoup de gaspillage, que ce soit énergétique avec l'usage de la climatisation, qui est montré aussi souvent comme la panacée pour faire face aux canicules. Non, là c'est un cercle vicieux, la canalisation ça émet énormément de gaz à effet de serre, donc il va falloir trouver d'autres solutions ou mieux réfléchir à l'usage de la climatisation. Je pense qu'il y a vraiment une question de justice qu'il faut se poser, de répartition des ressources, de meilleur équilibre pour offrir au plus grand nombre un mode de vie, mais qui soit aussi soutenable pour l'ensemble de l'humanité. Et donc je pense qu'il y a vraiment une question de fond à se poser, à la fois individuellement et à la fois socialement. Et c'est ce que j'essaie de développer dans le livre, sans jugement de valeur, sans parler de décroissance, qui pour moi Mais ne veut rien dire. est-ce que c'est crédible quand on sait que sur Terre, il y a des gens qui n'ont pas à manger, et même au-delà de ne pas à manger, qui ont plein de choses qu'ils n'ont pas, et déjà on ne leur donne pas, alors qu'on jette plein de nourriture? Est-ce que c'est crédible qu'on consomme moins d'énergie pour qu'eux puissent en consommer? Je veux dire, à quel point finalement c'est un scénario qui est possible? Est-ce qu'il n'y a pas un autre scénario qui est beaucoup plus noir? Et je sais que les états-majors des armées, par exemple, ont intégré la contrainte, le changement climatique dans leur stratégie, qui est simplement que ça va être une tension extrême sur les ressources, que chaque pays va essayer de se placer, et que finalement, au lieu d'être dans une vision un petit peu angélique, en essayant de convaincre le reste du monde de moins consommer de ressources, il ne faut pas au contraire se renforcer en se préparant à un scénario beaucoup plus tendu, qui va être un scénario de lutte pour les ressources. Bien sûr, mais encore une fois, ça pose la question de la désirabilité du monde dans lequel on veut vivre, c'est juste ça. Et effectivement, on peut voir les choses de manière très schématique, soit la coopération, soit le combat, bien sûr. C'est comme ça d'ailleurs que se forgent les sociétés humaines, c'est soit elles coopèrent, soit elles luttent pour l'accès aux ressources. Donc encore une fois, tout est question de désirabilité. Quel scénario, quel monde on veut pour nos enfants, et libre à nous d'essayer collectivement de choisir la voie. Quand on parle du réchauffement climatique, qui est un peu l'enjeu environnemental assez emblématique, alors qu'il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte, mais bon, on va parler du réchauffement climatique puisque c'est celui qui est le plus identifié. Il y a à chaque fois deux leviers dans les politiques publiques et dans les politiques de coopération internationale. C'est le volet adaptation, comment s'adapter à un changement de toute façon inéluctable pour y faire face, que ce soit pour la santé des populations, pour l'alimentation, pour l'accès aux ressources, et le volet atténuation. Donc atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour essayer de limiter l'ampleur des dégâts et de s'inscrire dans un temps beaucoup plus long pour la survie de l'humanité. Libre à nous de choisir le scénario qu'on veut et de mettre, on a bien vu avec le coronavirus que dès qu'on a un sursaut international, parce qu'on considère qu'on est face à une menace immédiate pour notre survie, on voit qu'on est capable, en tout cas les États, de prendre le problème à bras-le-corps, de mettre en place des mesures, qu'elles soient légitimes ou pas, qu'elles soient adaptées ou pas, c'est un autre débat, mais on est capable, collectivement, même les personnes, de mobiliser l'ensemble des forces individuelles, publiques, privées, collectives, sanitaires, économiques, vers un enjeu, vers une menace qu'on a estimée comme étant la plus importante là maintenant. Si on faisait la même chose pour les sujets environnementaux, moi je parle de changement environnemental global, parce qu'on parle du réchauffement climatique, mais il y a l'impact de la déforestation, du changement d'utilisation des sols, de l'effondrement de la biodiversité, de la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, tout ça joue finalement sur tous les paramètres du système Terre qui conditionnent notre survie, ce qu'on a vraiment beaucoup trop tendance à oublier. Et donc si jamais on réussissait à comprendre, c'est pour ça que j'insiste sur la pédagogie du risque aussi vis-à-vis des populations, vis-à-vis des enfants, on voit que quand on explique qu'il y a un danger, les gens se saisissent des informations pédagogie, et mettent en place. Je suis d'accord, mais est-ce que tu décris toujours une accélération? On a l'impression que finalement c'est demain. Tu parles de 2050. C'est aujourd'hui même. Voilà, c'est même aujourd'hui. Donc la pédagogie, j'ai envie de dire, c'est bien, mais peut-être qu'il faut aller un petit peu plus vite que la pédagogie. Et ce que j'imaginais, c'est du coup, tu vois, ce parallèle que tu fais avec le Covid, c'est intéressant parce le Covid, on avait deux armes et deux pistes. Soit c'était les moyens moyenâgeux qui sont le confinement. Et on voit bien que c'est insoutenable dans la durée. Et puis après, la libération, ça a été, là, on apprend qu'il y a un vaccin, on voit que tout repart au moment où on a une solution technologique. Est-ce que finalement, c'est pas la même chose pour le réchauffement climatique? C'est-à-dire qu'il va y avoir des solutions qui sont un peu basiques, qui va être on consomme moins, on essaie de faire pression sur des pays où on déforeste, ce genre de choses, mais honnêtement, auxquelles on a du mal à croire.
Et puis au bout d'un moment, un sursaut technologique qui va nous libérer finalement d'une contrainte qui ne va pas être acceptée par les gens. Parce que moi j'ai quand même l'impression que les contraintes qu'on a mises sur le coronavirus, elles sont toutes insupportables. Donc, je ne vois pas pourquoi les contraintes qu'on a mises sur le coronavirus nous ont semblé insupportables et que les contraintes qu'on mettrait sur le climat ne vont pas nous paraître autant insupportables. Parce qu'en fait, à la différence de peut-être la perception de certaines personnes, pour moi l'écologie, ce n'est pas du tout une contrainte, c'est une opportunité. C'est une opportunité de mieux vivre, c'est une opportunité d'avoir peut-être déjà des indicateurs de meilleure santé, puisqu'il suffit de regarder les recommandations de Santé publique France sur l'alimentation qui nous invitent à manger moins de protéines animales, typiquement, et en plus ça tombe bien, c'est bon pour l'environnement. Mais pour moi, ce n'est pas du tout une contrainte. L'écologie, ça peut permettre de vivre dans des environnements qui seront beaucoup plus agréables, qui seront beaucoup moins chauds, qui seront plus végétalisés. On sait que les espaces verts, c'est recommandé d'ailleurs par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui invite à mettre des espaces verts aussi dans les villes parce qu'on sait que c'est bon pour la santé des personnes. On sait que ça favorise l'activité physique, que ça favorise le lien social. Mais mettre des espaces verts dans les villes, ça ne réglera pas le problème du réchauffement climatique et de la consommation des ressources de la Terre. Bien sûr, mais consommer moins de ressources, c'est une vie qui est quand même moins sympa. Ça, c'est ta manière de voir, parce que qu'est-ce qu'on entend par consommer des ressources? Et surtout, il faut bien savoir qu'on insiste beaucoup. Si je peux plus prendre de bain chaud, par exemple, c'est quand même moins agréable que si je peux en prendre. Si je peux partir en vacances, visiter des pays que je connais pas, c'est quand même plus agréable que si je peux pas le faire. Mais rien ne t'empêche de le faire, en fait. Mais toute la question, c'est que là, on insiste beaucoup depuis tout à l'heure sur la part individuelle des personnes, donc la contribution des individus à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est beaucoup plus complexe et comme je l'indique dans le livre, je ne sais pas si tu te souviens de ce chiffre, mais la part de responsabilité des individus et l'impact positif qu'ils peuvent avoir dans la lutte contre le réchauffement climatique, ça représente en gros 25% des efforts à faire. 75% du reste des efforts, c'est les entreprises et c'est les collectivités territoriales, c'est l'État, via les écoles, via les hôpitaux, donc via finalement une meilleure peut-être isolation des bâtiments, un changement dans la commande publique avec les produits qu'on va commander, que ce soit dans les cantines, que ce soit la manière d'aménager les villes, l'aménagement du territoire. Donc ça représente avec les entreprises, qui ont aussi une grosse part dans le changement de société que personnellement, oui, j'appelle de mes voeux, mais comme toute personne, j'ai envie de dire, tout scientifique documenté sur ces questions-là. Mais ça rejoint la technophilie. C'est-à-dire que le fait de changer les techniques dans les entreprises... Mais la technologie, pour moi, c'est pas du tout un problème. Enfin, je pense que ça, c'est peut-être une caricature qu'on met dans tu présentes les choses en disant le fait de trop croire dans la technologie nous fait perdre du temps. Mais comme tu dis qu'on peut gagner que 25% de toute façon en jouant la carte individuelle, c'est-à-dire en se faisant nos vies moins sympas, je suis désolé. C'est ton point de vue, c'est ton point de vue. Je me sens très bien pour ma part. Très bien. Mais donc ça veut dire que finalement c'est quasiment négligeable. Donc en fait la seule solution qui apparaît, c'est simplement d'être beaucoup plus incitatif sur la partie industrielle et la partie finalement qui dépend que de la collectivité, qui ne dépend pas de moi. C'est un tout, puisque déjà 25%, c'est quand même un quart, c'est pas rien. Donc je pense qu'encore une fois, la question, c'est pas de s'hyper-responsabiliser, mais c'est que chacun prenne sa part du gâteau et participe à l'effort collectif, même si, encore une fois, pour moi, c'est pas du tout un effort, puisque on voit que finalement, c'est juste un changement de certaines habitudes qui est loin d'être désagréable. Et à l'échelle plus globale, oui, c'est que les entreprises et l'État fassent aussi leur part, mais ça, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans une coopération aussi internationale, que chacun prenne sa responsabilité, et notamment les pays qui historiquement ont quand même le plus d'impact sur le réchauffement climatique qu'on observe aujourd'hui, c'est globalement les pays occidentaux. Donc c'est vrai que nous, on a aussi une responsabilité qui est plus importante. On a des moyens aussi qui sont plus importants. On voit bien ce qu'on est capable de faire pour le coronavirus. Saisissons-nous des rapports scientifiques, de cette expertise, de ce qu'on expérimente déjà nous dans notre chair avec les canicules successives, avec les sécheresses qu'on observe dans certains départements, pour éviter le pire. Et moi, c'est pour ça que dans le livre aussi, je plaide pour un principe d'anticipation, pour ne pas se retrouver face quand ce sera vraiment imminent. On a l'ONU qui nous parle de 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. 2050, c'est demain. Enfin, moi, mon fils, en 2050, il aura 30 ans. Et alors, c'est justement un autre point que je voulais voir, parce qu'on voit bien que du coup, il y a un défi collectif qui va passer par les États, globalement, qui ont l'air d'être les seuls à être en capacité d'inciter suffisamment. Et alors, le modèle économique qui serait le plus propice à ça, parce que j'ai eu ce questionnement-là, je me suis dit, est-ce que finalement, une société libérale est le meilleur moyen pour faire évoluer la société vers quelque chose de beaucoup moins polluant, ou est-ce qu'il faut changer le mode d'organisation de la société,
il faut des sociétés plus organisées. Je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il y a des États, les États scandinaves par exemple, où ils ont des systèmes politiques qui sont peut-être un petit peu différents, où visiblement, alors est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est l'organisation de la société qui font que ça remonte, et puis des États où visiblement c'est quand même très très compliqué de... Je vois bien ce que tu veux dire. Je trouve qu'on a eu une expérience intéressante là en France avec la Convention citoyenne pour le climat où on voit que c'était des gens tirés au sort. Et finalement, encore une fois, j'insiste sur cette notion de pédagogie pour vraiment voir à quel point c'est pas une contrainte. Et moi, je pense que c'est important que les choses viennent de nous et qu'il y ait une volonté de faire et qu'on adhère collectivement à un projet de société. Je pense que la société dans laquelle on vit, elle n'est pas forcément satisfaisante pour tout le monde. Et même, quand bien même on n'est pas, je sais pas, dans une certaine forme de misère, le fait de voir des familles qui dorment dehors quand on prend le métro, ça peut aussi jouer sur cette forme d'éco-anxiété. Donc on n'est pas forcément dans une société idéale, donc je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et à mon sens, le défi environnemental qui s'offre à nous est une possibilité d'essayer de changer certains aspects de notre société qui ne fonctionnent pas si bien que ça. Et je pense que du coup, pour revenir sur la Convention citoyenne pour le climat, on voit que quand on a des citoyens tirés au sort qui n'avaient pas forcément une appétence pour ces sujets-là ou une connaissance, quand ils se documentent, quand on vient les nourrir intellectuellement, leur expliquer la situation, proposer des solutions, on voit que naturellement, ça leur semble évident que certaines choses que l'on considère comme de notre droit ne sont finalement peut-être pas si, comment dire, nécessaires. La liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Et à une liberté, on peut en opposer une autre. Je prends l'exemple emblématique qui a fait le buzz, c'était de limiter, je crois, la vitesse sur les autoroutes. J'entends ma liberté de rouler à 130 km/h. J'entends. Et à cette liberté-là, on peut opposer une autre liberté, ma liberté de respirer un air de meilleure qualité, ma liberté de voir mon enfant ne pas développer une crise d'asthme parce que l'air est beaucoup trop pollué, ma liberté de vivre dans un monde que j'espère viable encore dans 20 ans. Donc je pense que la liberté, voilà, c'est aussi quelque chose qui s'applique à l'ensemble de la société et quelque chose qu'on considère comme acquis et normal peut être questionné. Enfin, je ne dis pas qu'il faut en mettre plus de contraintes ou quoi, mais je pense qu'en tout cas, on a vu avec la Convention citoyenne pour le climat l'importance de la pédagogie et l'adhésion naturelle. Mais la pédagogie, je trouve que en fait, c'est un peu galvaudé. Moi, si je prends l'exemple de la crise coronavirus, la seule chose qui a fait changer les gens, c'est la peur. Parce que tu aurais pu leur faire de la pédagogie sur le Covid pendant 6 mois, ça n'aurait rien changé. Donc, est-ce qu'il faut faire peur aux gens ? Je ne pense pas qu'il faille faire peur aux gens volontairement, puisqu'à mon avis, la peur, c'est pas forcément un moyen très sain de communiquer, mais malheureusement pour les données environnementales, elles font peur en fait. Il suffit juste qu'on vous les explique et c'est assez terrifiant. Donc elles font, oui, c'est pour ça, d'où l'importance de la pédagogie. Moi, je donne des cours à l'Université de Paris sur justement l'impact du réchauffement climatique sur la santé. En expliquant les données, effectivement, elles font peur. Malheureusement, ce qu'on véhicule est anxiogène, effectivement. Il n'y a pas besoin de vouloir faire peur, elles font peur si vous comprenez les données. Donc c'est juste une question de comprendre là où on nous emmène et comment peut-être essayer de prendre un autre chemin. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi sur les images qu'on voit ? Parce que quand on essaye de sensibiliser les gens, par exemple, sur le réchauffement climatique, on leur montre des glaciers qui fondent, des ours polaires qui n'ont plus de place sur la banquise. Franchement, on s'en fout. Je veux dire, moi, vous n'allez pas me faire peur avec ça. Surtout dans ma vie de tous les jours, si je ne suis pas sensibilisé à ça. Donc, est-ce qu'il faut commencer à faire peur sur des scénarios catastrophes pour l'humanité avec, je ne sais pas moi, des sécheresses, le fait de ne plus avoir à manger parce qu'on ne pourra plus cultiver Je ne sais pas, effectivement... Ça a marché, hein, vraiment, on a vu que ça a très très bien marché pour le Covid, donc je fais de la provocation. Ouais, mais en fait, la différence, c'est que de toute façon, c'est très compliqué de faire... Enfin, même quand on se documente sur ça, c'est très abstrait. Parce que là, les glaciers qui fondent, le problème, c'est quoi ? C'est la montée des eaux, mais ça, pareil, c'est quand même très abstrait. Et là, ça devient un peu plus concret, c'est de la perte d'eau douce. Parce que du coup, c'est les icebergs aussi. J'ai vu que les investisseurs en Californie achetaient de l'eau parce qu'ils estiment que ça va monter, par exemple. Ça, c'est des signaux qui font quand même peur quand on commence à penser que l'eau va devenir une ressource rare. Oui, bien sûr. Mais les glaciers qui fondent, les montagnes qui fondent... Les neiges éternelles qui disparaissent, c'est une source très importante d'approvisionnement en eau douce des territoires, des fleuves qui font qu'on peut boire, tout simplement. Donc ça, bien sûr, le fait que les glaciers se diluent dans l'eau salée, donc c'est de l'eau douce qui est perdue pour toujours, bien sûr que c'est très inquiétant, mais je pense que toute la difficulté de la sensibilisation à ces enjeux-là,
c'est que souvent, voilà, c'est un discours sur effectivement les ours polaires, sur quelque chose de très lointain, et que les gens, et c'est normal, enfin vraiment, je comprends complètement, c'est difficile de comprendre en quoi le fait qu'un ours polaire soit à la dérive en Antarctique, c'est finalement un symbole, c'est finalement un signal qui devrait nous alerter parce que potentiellement bientôt c'est nous qui serons à la dérive. Je comprends que ce soit complètement abstrait. Parce que l'impact de l'environnement, tu vois, sur la santé, bon, on le perçoit, tu vois, mais honnêtement, l'espérance de vie, elle est très très élevée. En fait, le problème, elle est presque trop élevée, tu vois, parce que ça devient des vies à rallonge. Oui, bah, c'est sûr, mais alors, le problème de l'abstraction, j'ai envie de te dire, encore une fois, je pense que c'est vraiment le jour où nos politiques auront décidé de se saisir de ce sujet et qu'il y aura une demande aussi citoyenne de plus en plus forte, les gens peut-être auront peur et on s'engagera sur ces sujets-là. Je te dis ça parce que même, par exemple, le coronavirus, la plupart des gens, si on est honnête, personne n'a expérimenté dans sa chair, enfin, je dis pas personne, très peu de monde ont expérimenté le coronavirus dans leur chair de façon grave. On est 67 millions. Non, mais tu sais ce qui a marché. Attends, tu sais ce qui a marché, c'est des images. C'est l'infodémie, l'épidémie d'information, les images. C'est les images de Réa. Et là, tout le monde s'est senti concerné, tout le monde a pris peur. Alors que finalement, la plupart des gens n'auront pas de proches ou très peu qui vont mourir du coronavirus. Donc il y a une espèce de distorsion de réalité entre ce qu'on nous montre et finalement une certaine forme de réalité. C'est un petit peu pareil avec le réchauffement climatique. Le jour où on choisira des images chocs, de nous dire peut-être, alors peut-être que ça marchera, hein. En tout cas, ça pourra permettre un sursaut. Je pense que sur le long terme, c'est pas viable de juste mobiliser les individus et les collectivités sur la peur, mais ça peut peut-être permettre un sursaut. Et c'est d'ailleurs souvent ce que décrivent les personnes éco-anxieuses, c'est qu'elles ont eu peur. Et la peur, c'est quelque chose qui nous maintient en vie depuis toujours. Absolument, ça c'est intéressant. C'est parce qu'on a peur, c'est parce qu'on avait peur je sais pas, quand on était des hommes préhistoriques, c'est la peur qui nous a maintenus en vie. C'est parce qu'on voit un danger, on va soit attaquer, soit fuir, ou rester tétanisé. Ça, c'est aussi Donc là, le problème, c'est que face au réchauffement climatique, là, on reste tétanisé. Donc, effectivement, c'est pas comme ça qu'on reste en vie. Donc la peur, c'est un excellent sursaut qui peut nous permettre de comprendre qu'il y a un danger et après de se poser et de mettre en place des solutions durables, notamment pour des phénomènes aussi globalisés que le changement environnemental. Donc la peur, oui, c'est un bon levier, un bon sursaut. Je pense que maintenir une société dans la peur pour la faire adhérer à un projet, c'est pas très constructif, c'est pas désirable, c'est pas souhaitable et c'est pas soutenable. Oui, mais en même temps, je vois pas trop comment on peut s'y prendre autrement, parce qu'on est dans des démocraties. Les bienfaits, les co-bénéfices, tout simplement. Je pense qu'on a beaucoup trop souvent tendance à assimiler l'environnement ou l'écologie comme une contrainte, alors que c'est une opportunité et qu'il y a beaucoup de co-bénéfices pour la santé, pour le bien-être, pour l'économie, pour l'emploi. Donc le jour où on comprendra qu'on a tout intérêt à adhérer à une... Concrètement, franchement, quel est le bienfait de moins consommer Mais pourquoi c'est pas une question de moins consommer, c'est une question de consommer différemment. Un exemple, par exemple. Alors, je te dis, un exemple qui est intéressant, c'est par exemple l'alimentation. Tout simplement. La question, c'est pas de moins consommer, c'est peut-être de consommer différemment et de se dire le Coca-Cola, les aliments ultra transformés, finalement déjà c'est pas très bon pour la santé. La seule boisson indispensable dans les faits, c'est l'eau. En plus, il y en a encore, profitons-en. Donc c'est l'eau et c'est ce que recommande Santé publique France et le ministère de la Santé. Privilégier le fait maison, ça coûte beaucoup moins cher, les produits bruts. Donc c'est pas du tout une question de moins consommer, c'est peut-être une question de consommer différemment et du coup d'avoir des co-bénéfices pour soi, pour la santé, ça c'est très important, et aussi d'avoir du coup de par notre action un impact positif ou en tout cas moins négatif sur notre environnement. C'est juste des changements, c'est pas moins ou plus, c'est différemment. Comme là, on l'a fait pour le coronavirus, on a adopté des solutions alternatives. C'est juste une question de faire différemment. Pour le coronavirus, on n'a rien adopté du tout, on a tout imposé. Il n'y a rien qui est venu des gens, justement. Je trouve que le coronavirus, c'est vraiment l'exemple parfait pour montrer que ça ne marche pas. Je suis désolé. Oui, tu trouves? Mais oui, parce que si tu veux, rien n'a été possible grâce au comportement des gens. Non, parce que ça... dis donc, il ne faut quand même pas dire ça. Non, je pense que là, c'est des confinements qui ont fonctionné. On a décidé que les décisions pour lutter contre le coronavirus devaient être, en tout cas les recommandations étaient émises par le conseil scientifique et ensuite c'était très une approche très du haut vers le bas, c'est tout. Il n'y a pas eu de discussion, de proposition. Ça a été ultra accepté, c'est-à-dire que la population a vraiment adhéré de façon... C'est pour ça quand on dit que les gens ne peuvent pas changer, que quand on se permet de parler à la place des gens, mais en fait, moi je suis pas sûre. Donc en fait, la bonne méthode, c'est peut-être on fait très peur avec des images chocs.
Derrière, on a des scientifiques qui font des rapports et on a un exécutif qui décide et tout le monde qui accepte parce qu'on a fait peur. Mais c'est déjà le cas, puisque les scientifiques, il y a beaucoup de personnes déjà qui alertent, donc les rapports d'expertise sont là, les scientifiques... Il vous manque les médecins du climat, en fait, qui vont je venir... sais pas, il manque surtout, je pense, une prise de conscience et une vraie volonté politique et citoyenne. Et est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la part des experts du climat, justement, de ne pas aller vers le public pour justement transmettre ce message? Oui, c'est toujours la question que je me suis posée, c'est les experts qui refusent de transmettre les informations qu'ils ont. Est-ce que finalement, c'est pas grave? Alors je dirais pas, en fait le problème, je pense que c'est plutôt pareil, une manière de... Je pense que c'est un peu notre formation, les experts d'être très fixés sur les données, parfois en fait c'est complètement inintelligible et c'est un métier, hein, c'est pour ça qu'on a des enseignants, de transmettre les données, de les traduire pour le grand public, c'est tout un métier. Et je pense que c'est quelque chose pour lequel les scientifiques ou les experts du climat ou autres ne sont peut-être pas très à l'aise pour faire ça. Donc je pense que c'est... Et comment tu vois le rôle de ces experts justement dans la société? Parce que, est-ce que... Partager leurs inquiétudes. Je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de dire aussi, c'est eux qui comprennent et qui savent, qui d'ailleurs souvent sont éco-anxieux. Juste parler de leurs inquiétudes parce qu'on prend beaucoup de décisions avec le cerveau intellectuel, mais on en prend aussi beaucoup avec nos tripes et le cerveau émotionnel. Et je pense que les données sont complexes, abstraites, lointaines, on ne comprend pas tout. Par contre, si on a quelqu'un qui s'y connaît, qui comprend et qui nous dit vraiment c'est grave et ça fait peur et ça m'inquiète, et parfois ça m'empêche de dormir le soir, là ça va peut-être faire tilt en se disant « Ah ok, je ne comprends pas tout parce qu'effectivement c'est très complexe, mais cette personne qui maîtrise le sujet me dit que c'est grave. » Exactement ce qui se passe avec le coronavirus. On a des médecins sur les plateaux télé à longueur de journée pour nous dire à quel point c'est grave et à quel point... C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on n'a aucun expert du climat qui vient et qui personnalise cette inquiétude. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un côté très expert pour expliquer qu'ils ont des modèles qui montrent ça, mais on se dit si jamais ils étaient vraiment aussi inquiets, on le verrait. Or, ils n'ont pas l'air si inquiets. C'est parce qu'ils ne sont pas vraiment inquiets? Est-ce que finalement, il n'y a pas des experts qui eux-mêmes ne sont pas inquiets parce que ça a un trop long horizon temporel? Alors, je ne peux pas parler pour tous les experts, mais en tout cas, c'est documenté dans la littérature scientifique, j'en parle un petit peu, que beaucoup de climatologues notamment sont entre guillemets éco-anxieux et sont inquiets. C'est documenté dans la littérature scientifique, mais c'est pas très mais visible. En France, typiquement, je pense à Valérie Masson-Delmotte qui, elle, essaie quand même de sensibiliser et parle un petit peu aussi de ses inquiétudes. Donc, il y en a quand même qui le font. Après, mais est-ce que les experts doivent pas parfois se rendre compte qu'il faut qu'ils emmènent le reste de la société avec eux? Parce que tu as tout à fait raison. Il y avait un article très intéressant dans Le Monde sur la question de la place des experts et est-ce que les experts sont des militants? Et je pense qu'il y a ce cloisonnement encore beaucoup présent. C'est que les experts sont là pour produire les données et les connaissances, et après, c'est aux politiques de se saisir de ça. Et donc, je pense qu'il manque... Non, mais les politiques, bien sûr, les politiques surtout en France, ne comprennent rien. Enfin, je veux dire, c'est quand même des gens qui ont une formation essentiellement littéraire, administrative, et ils sont incapables d'incarner une lecture très politique des faits. Moi, je pense que pour moi, le politique, il est comme le citoyen. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus ouvert d'esprit que le citoyen, peut-être même moins. Et d'ailleurs, les médecins, ils ont réussi à faire peur en même temps, et c'était ça qui a été assez drôle, à l'opinion et aux politiques. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu du Covid. C'est-à-dire que le politique n'avait pas une vision différente du citoyen lambda. Mais c'est normal, c'est normal. Ils n'ont pas une perception différente. Ce ne sont pas des experts, chacun son job. Oui, mais c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de relais expert, politique, citoyen. Il faut qu'en fait, l'expert aille à la fois voir le politique, mais de toute façon, le politique se renseigne aujourd'hui essentiellement en regardant la télé. Mais après, les experts vont te dire que ce n'est pas leur job. Ah ouais, mais dans donc, ce cas-là, à quoi ils servent? Toutes les questions de mission. Ils servent à produire les données, les connaissances. Mais si effectivement les scientifiques faisaient comme ils ont fait pour le coronavirus avec un conseil scientifique, s'ils faisaient la même chose, un conseil scientifique sur le réchauffement climatique, ils l'ont fait un petit peu, il y a le Haut Conseil pour le climat. Mais bon, est-ce que ces instances-là sont entendues? Je pense que le coronavirus, c'était tellement immédiat avec les images de personnes qu'on va intuber. Ça parle beaucoup et puis c'est... Je pense que les maladies infectieuses, souvent, c'est documenté aussi, ça d'ailleurs, que les maladies infectieuses, c'est beaucoup plus facile de lutter contre elles parce que aussi il n'y a pas de jeu d'acteurs. C'est-à-dire qu'une maladie infectieuse, elle émerge. Il n'y a pas, comme pour le réchauffement climatique, des grosses aussi entreprises qui ont des enjeux où il y a des enjeux économiques. Dans une maladie infectieuse, le seul enjeu économique, ça va être plutôt positif, ça va créer un marché. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que je pense que les entreprises s'adaptent. Tu vois, les entreprises, elles se sont toutes fait fermer. Tu as vu qu'on les a pas tellement entendues pour le coronavirus. Or, elles ont énormément souffert. Et les petites aussi, c'est-à-dire que les entreprises, elles ne sont pas si puissantes que ça. À partir du moment où tu as une opinion qui est en ligne avec le politique, ils sont tout à fait capables de faire plier la force économique. Et d'ailleurs, tu as trouvé un levier dans ton livre que je trouve intéressant, c'est le fait d'être parent.
Est-ce que finalement, il ne faut pas toucher la génération qui est la nôtre, entre 30 et 40 ans, via leurs enfants, en faisant des campagnes, en disant, regardez le monde que vous offrirez à vos enfants. Puisque tu vois, moi, tu sais peut-être, mais je te l'ai déjà dit, mon combat, c'est les générations. Et je pense que ce défi climatique, c'est aussi un défi de génération. Puisque si tu te mets dans l'idée des générations, il y a quand même une génération, franchement, elle s'en fout du réchauffement climatique. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je pense qu'il y a une génération qui a aujourd'hui un certain âge, et de toute façon, ils ne verront jamais, si tu veux, la catastrophe arriver. Il y a la nôtre qui sait que sans doute elle va la voir, et on a des enfants, on a toujours un lien quand même qui est beaucoup plus fort avec les enfants que quand ça passe plusieurs générations. Et donc, il va falloir aussi qu'on se fasse entendre pour cette éco-anxiété. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as des données, mais je pense que l'éco-anxiété, c'est quand même plus quelque chose chez les gens plutôt jeunes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ont 70 ans qui soient éco-anxieux. Cette dimension générationnelle, comment tu la traites? Ouais, c'est intéressant. Juste pour les entreprises, il ne faut pas confondre, oui, je me permets oui. juste pas confondre les petites entreprises et les grosses entreprises. Je pense notamment dans le secteur de l'énergie, voilà, où c'est quand même pas non plus les mêmes. Tu as l'impression qu'Airbus a réussi à beaucoup se faire entendre, les mêmes par enjeux. exemple, sur cette Voilà, crise du donc Covid. je pense que bon, donc c'était juste ça Ouais. sur lequel je voulais revenir. Sur les générations. Oui et non, oui et non. Effectivement, j'ai l'impression, en tout cas, il y a quelques données qui sortent un petit peu où on sent que effectivement les jeunes générations se sentiraient plus inquiètes et plus au fait de ces enjeux-là, pour beaucoup de raisons. Hein. Je pense une certaine forme de plasticité, d'apprentissage qui est plus naturelle, parce quand on est plus jeune, voilà, on va à l'école, on est dans un processus d'apprentissage, donc c'est normal. Peut-être cette notion aussi de responsabilité qui est peut-être un petit peu moins forte, puisque la contribution on va dire aux émissions de gaz à effet de serre ou à la situation dans laquelle on est, elle est moins importante quand on est jeune que quand on est plus âgé, on a moins contribué. Donc c'est normal, je pense que c'est peut-être plus difficile pour certaines personnes d'un certain âge de se remettre en question, et je comprends, et la question c'est pas du tout de les juger ou de dire que ces personnes-là, elles ont mal fait, ou on en parlait beaucoup moins. Non, mais il faut qu'on en soit conscient. Je pense que notre génération, c'est important qu'on soit Je pense que conscient si déjà nous, du fait bien que sûr. eux, c'est pas eux qui vont s'en charger, puisqu'ils sont pas concernés, en fait. Je suis d'accord, je pense que tout le monde, on est tous concernés, donc il serait peut-être temps qu'on se sente tous concernés. Mais oui, bien sûr, si déjà nous, notre génération et nos enfants, on se saisit de ces enjeux-là, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je pense que, moi, je ne pense pas qu'il faille juger les gens, les pointer du doigt, eux, ils s'en fichent, eux. Que chacun balaie devant sa porte, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire, que chacun s'approprie ces enjeux-là, et essayons collectivement ensuite d'avancer. Non, mais je suis d'accord, mais il faut quand même voir ce qui va marcher. C'est-à-dire que moi j'ai deux choses. La première, c'est je pense pas que, je te dis, la nostalgie de la nature perdue, ce soit quelque chose qui suffise pour mobiliser les gens. Je pense que les gens, il faut les attaquer sur eux, sur leur espèce et leurs enfants. Il faut leur donner des projections qui les motivent suffisamment pour mettre une pression sur le système, pour que finalement il y ait des gens, des financiers qui se disent bon bah là il y a un tel désir écologique que ça vaut le coup que j'investisse, comme ce qui s'est fait pour les vaccins. Ce qui s'est fait pour les vaccins, c'est colossal. Ce qui est intéressant sur l'effet générationnel, c'est que quelque part l'éco-anxiété, ça nous renvoie à l'immortalité symbolique. Et là, le fait de se dire que potentiellement, avec les scénarios qu'on nous prévoit, ça met en fait en péril la survie même de l'humanité. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment les rapports de la littérature scientifique. À moyen terme, on ne parle pas de... À moyen long terme, ça met à mal... Potentiellement nos enfants. Potentiellement nos enfants, bien sûr. Ça met à mal cette immortalité symbolique de... on va toujours quelque part rester sur Terre avec nos enfants, avec nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et donc là, c'est vrai que potentiellement, j'ai pas du tout envie d'avoir un discours alarmiste ou c'est la fin du monde. Mais c'est juste que malheureusement, c'est une transcription en mots intelligibles des rapports de la littérature scientifique sur ces enjeux-là. Donc oui, je pense que tu as complètement raison. L'importance des émotions aussi, c'est quelque chose de très important dans la prise de décision. On a souvent tendance à intellectualiser beaucoup de choses. Tu l'as dit toi-même avec le coronavirus, on a fait peur. La peur, c'est une émotion très basique. Effectivement, en général, ça marche bien. Au-delà de la peur, il y a d'autres émotions qu'on peut mobiliser, comme ou des émotions ou des sentiments, comme l'amour, comme l'attachement à nos enfants, comme
la joie de vivre dans un monde aussi agréable et soutenable. Passer 2 mois, là, avec les projections notamment de Météo France, les canicules d'ici quelques décennies, enfin, voire moins, ça pourrait être des canicules qui durent 6 mois, de mai à octobre, des canicules beaucoup plus longues, beaucoup plus intenses. Et la canicule de 2003, qui avait été particulièrement longue et intense, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, qui a fait 15 000 morts en France, 70 000 en Europe. Ça pourrait être la norme. Donc passer des étés ou passer 4 mois enfermés avec nos enfants, climatisation ou pas, et d'ailleurs tout le monde ne pourra pas se payer la climatisation, et en plus ça ne fait qu'empirer le problème, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est désirable? Est-ce que juste par amour pour nos enfants, on a envie de ça pour eux? C'est juste ça. Donc, il y a Moi, c'est la seule chose qui m'a touché. J'étais pas du tout éco-anxieux. Et quand j'ai lu ton livre, la seule chose qui m'a touché, c'est de me dire mais quel égoïsme. Et comme j'ai l'impression d'être victime, je m'en suis pas caché, d'un égoïsme de la génération des boomers, j'ai pas envie d'être dans la même posture et d'être égoïste envers la génération de mes enfants. Et je crois pas que de toute façon, la génération des boomers va prendre ce combat-là. Parce que je pense que c'était pas leur combat. Et ils ont une histoire de vie qui a tellement été basée sur le plaisir. Et moi, ce que je sens, c'est que cette génération, elle veut le plaisir jusqu'au bout. Et la privation aussi, c'est aussi des générations qui ont connu la guerre, qui ont tout perdu pour certains. Pour la génération des gens qui ont 60 ans aujourd'hui. Oui, mais quand on vient de familles qui ont été aussi très impactées, par exemple, par la Seconde Guerre mondiale, des gens qui ont tout perdu, voilà. Je peux comprendre aussi qu'on ait ce besoin de revanche. J'entends bien. Nous, on est une génération qui a eu la chance de vivre en temps de paix, en tout cas sur son territoire. On peut se permettre ce luxe de se poser ces questions. Et je pense qu'il faut effectivement qu'on le fasse, notamment nous, dans les pays particulièrement, encore pour le moment, en tout cas en temps de paix, les pays occidentaux. Mais est-ce que c'est pas un luxe, je veux dire, d'être dans une génération où on a besoin d'avoir des experts qui vont venir nous foutre la trouille pour qu'on mette la pression sur le monde politique, pour que les financiers acceptent de changer, d'investir sur la transformation climatique? Je veux dire, c'est très dur quand même comme destin de génération. C'est quand même pas extrêmement emballant, quoi. Tu vois, Je te dis, comme pour moi, c'est quelque chose de très positif, et de me dire que les villes, moi je parle de villes, parce que je suis citadine, mais il n'y a pas que les villes, mais que les villes dans lesquelles on habite, elles ne sont pas forcément toutes très agréables à vivre. Repenser l'aménagement du territoire, repenser, moi j'ai un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est l'utilisation des sols. Quand on parle d'utilisation des sols, c'est quelque chose de très important. Voilà, rien que penser l'aménagement du territoire, pour moi c'est des combats entre guillemets qui sont positifs, puisqu'ils vont derrière se retranscrire sur nous et sur notre qualité de vie. Mais c'est parce qu'on a deux visions assez différentes. Parce que tu as une vision qui est que finalement on va adopter un futur qu'on va trouver mieux que notre présent, et on va être suffisamment motivé par ce futur green en fait pour y aller volontairement. Et moi je suis plutôt sur une vision où ça va quand même faire un petit peu mal et qu'on va de coup devoir passer par cette espèce de cycle de la peur, de la pression, et comme ce qu'on a eu sur le coronavirus. Mais là tout dépendra effectivement des opinions, des politiques, de est-ce qu'on va se saisir de cet enjeu ou pas, à quel moment on va s'en saisir. Le principe d'anticipation, c'est super important. Effectivement, plus on attend et plus on repousse, plus ce sera sûrement brutal et douloureux. Plus on anticipe, on se prépare, on recherche, on met en place de nouveaux métiers, une nouvelle forme de technologie que tu appelles aussi de tes voeux et que j'entends et qui a toute sa place d'ailleurs dans ce monde un petit peu nouveau ou en tout cas plus résilient entre guillemets, mais ça s'accompagne. Pour moi, la technologie, c'est pas juste l'électronique ou les téléphones, le dernier cri, ça peut être des super fenêtres bien isolantes, ça peut être s'inspirer des systèmes de climatisation naturelle qu'on pouvait observer dans la Perse antique, avec des courants d'eau fraîche qui diffusaient partout dans la maison. La ville de Paris d'ailleurs a beaucoup de systèmes de climatisation naturelle avec l'eau froide de la Seine. Donc pour moi, la technologie, c'est pas forcément quelque chose de très complexe et d'électronique. Ça peut être aussi de l'innovation dans le bâti, de l'innovation dans les revêtements des sols, de l'innovation dans l'isolation des bâtiments, dans la manière de produire de l'agriculture. Promesse, si tu veux, quand pour moi, l'innovation, oui, mais quand tu parles aux gens de ça, quelle est la promesse que tu leur fais? C'est-à-dire que tu leur dis, vous allez changer vos fenêtres pour qu'elles soient plus isolantes, vous allez changer vos sols. Je veux dire, il n'y a pas d'avenir meilleur. Enfin, quand je parle des sols, les routes, les trottoirs. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est pénible. Moi, je fais pas de promesses. C'est juste, j'invite, et c'est un peu l'objet de ce livre, à ce qu'on se pose chacun des questions, à ce qu'on essaie peut-être de comprendre une situation qui parfois nous échappe, à essayer de comprendre en quoi ça nous concerne, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour éviter ça.
ton livre a vraiment choisi l'angle qui est l'éco-anxiété, et donc tu passes par l'anxiété pour nous faire changer. Donc tu passes quand même par la peur et l'anxiété. Donc je veux dire, c'est pas l'invitation vers un avenir meilleur qui serait green, meilleur que celui-là, c'est plutôt une anxiété d'une humanité qui court à sa perte et qui doit se ressaisir. Exactement, tout l'objet du dernier chapitre, c'est de voir que cette éco-anxiété, qui pour moi finalement est juste la traduction d'une certaine prise de conscience, j'ai envie de dire, en quoi on peut en faire quelque chose de positif, de ne pas se laisser déborder par cette émotion-là et en faire une nouvelle boussole, une nouvelle philosophie de vie. Et c'est quelque chose de très positif. Mais ce qui est positif, c'est d'avoir un challenge, je trouve. C'est un challenge, ça peut être exactement, c'est une nouvelle boussole en fait. Et vraiment, moi j'ai beaucoup de personnes éco-anxieuses qui m'ont écrit pour me dire, ben voilà, j'ai changé ça et ça dans ma vie, je me sens beaucoup mieux, je me suis réalisée, on peut se réaliser. L'éco-anxiété, ça ne condamne pas du tout au malheur, c'est juste une prise de conscience et comment mobiliser voilà, ces émotions, ces questionnements, ce rapport au monde, aux autres, à soi-même, pour en faire un levier, quelque chose de positif. Oui, mais c'est un changement de philosophie radical d'un mode où on recherchait le plaisir à celui où on va chercher une réalisation basée sur un effort et le fait d'être content d'avoir fait un effort qui a payé. Non. Oui, peut-être. Alors déjà, le fait de faire un effort et de parvenir à l'objectif qu'on s'est fixé, c'est gratifiant. Donc c'est quelque chose de très positif. Un changement d'habitude, parfois, effectivement, ça peut demander un effort, mais quand on y parvient et que ça réussit à s'ancrer, à s'installer dans le quotidien et que ça ne devient plus du tout quelque chose voilà, auquel il faut penser, mais plutôt une routine, c'est très gratifiant. Donc le fait de changer certaines de nos habitudes, ça peut être très gratifiant, encore une fois. Donc je pense qu'il faut sortir de cette perception de la contrainte pour voir ce que ça peut nous apporter, parce que ça peut apporter beaucoup de choses, ça peut apporter un apaisement, ça peut apporter une certaine forme de bonheur, une certaine forme voilà, de paix avec soi-même, de paix avec le monde. Oui, tu dis qu'il y aura des compensations, c'est-à-dire qu'il y aura un effort à faire, mais que probablement on en tirera du positif. C'est un effort ou pas, parce qu'en fait, pour moi, je caricature un petit peu, pour moi, d'ailleurs j'y vais pas, pour moi c'est un effort, je sais pas, d'aller faire les soldes dans un hypermarché, j'ai aucun plaisir à faire ça. Donc c'est juste que c'est une narration qu'on nous a mise en tête, moi c'est pas là où je vais trouver du plaisir. Donc je pense que si on se réinterroge sur qu'est-ce qui nous fait du bien, moi je préfère aller me balader dans une forêt avec mes amis ou ma famille et échanger, passer un bon moment. Ça pour moi c'est du plaisir et c'est quelque chose de gratuit, de pas si compliqué. On peut prendre le RER quand on est en Île-de-France et aller se balader, je sais pas, dans le parc de Sceaux. Et voilà. Enfin, donc je pense que voir où est le bonheur, comment dire, la consommation ou la société actuelle n'a pas le monopole du bonheur. Et donc à chacun de trouver sa voie vers le bonheur, et c'est complètement possible, notamment quand on est éco-anxieux. Et tout le dernier chapitre du livre, d'ailleurs, c'est aussi comment finalement trouver le bonheur avec cette sensibilité-là au monde. On n'est pas du tout condamné au malheur parce qu'on s'inquiète un petit peu de là où on va tous collectivement. Donc si je retiens si j'essaie de synthétiser nos échanges, c'est c'est quand même avant tout l'inquiétude de la fin potentielle d'une humanité et des générations qui vont nous suivre. Et de la nature. Plutôt que forcément la perte d'une nature, mais c'est avant tout quand même penser à la suite de l'humanité. La deuxième chose, c'est que oui, la peur peut être un outil, comme on l'a vu pour le coronavirus, pour nous faire changer. Et peut-être que cette crise du coronavirus nous a appris qu'il fallait parfois passer par la peur, qui est finalement ce qui nous a toujours amené à nous dépasser pour aller au-delà de ça. La troisième chose qui était très intéressante aussi, c'était de montrer le rôle des experts. Finalement, les experts doivent incarner l'inquiétude et doivent finalement faire peur à la population pour que la population puisse réagir. Et ça presse, puisqu'il y a une accélération. Et ensuite, il y aura des efforts à faire, ce qui nous amène aussi un peu à changer notre philosophie, c'est-à-dire passer d'une philosophie où on va être capable de faire un effort et sans doute qu'on va en tirer des bénéfices secondaires, que la vie de demain sera peut-être même mieux que la vie d'aujourd'hui, mais qu'il y aura une phase transitoire d'effort qu'on aura fait suite à la prise de conscience inquiétante d'un phénomène qui est réel et qui est non discutable aujourd'hui. Ouais, très bien. Tout est dit. Ça te va. Merci beaucoup.